Bonsoir Monsieur Plantier, ou rebonsoir. Rebonsoir Abdel. Merci encore une fois d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de cette première de Bonsoir Le Gard. Et je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question. Bonsoir Monsieur Plantier. Bonsoir Coralie Mollaret. Alors demain matin s'ouvre le centre de vaccination à Nîmes. La grande question, c'est est-ce que vous avez assez de vaccins ou est-ce que c'est un affichage politique malheureux ? Écoutez, on est heureux demain d'ouvrir le centre de vaccination collective sur Nîmes. Ce matin, nous étions avec le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, Dolores Orlé-Moreau, adjointe en charge de la santé, et le préfet pour découvrir ce lieu mis en place sur le stade des Costières. Donc oui, il y aura des vaccins, mais des vaccins qui seront en trop petite quantité pour subvenir... 360 à peu près par semaine. C'est ça, on est sur un quota de 360 vaccins par semaine. Ça représente à peu près 60 vaccinations par jour. Et quand on voit la population de la ville de Nîmes et ce premier public qui est éligible, c'est-à-dire les plus de 75 ans, on se rend bien compte que c'est largement en deçà des attentes. Donc demain ouvre ce premier centre, un centre qui s'organise selon 5 unités vaccinales, ce qui va permettre de mettre en place 5 lignes vaccinales qui vont permettre de vacciner la population. Au vu du peu de contingence que nous avons au niveau vaccinal, une seule ligne ouvrira, ce qui permettra de vacciner 60 personnes par jour. Mais pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir pris les Costières ? Parce que 60 vaccinations par jour, au regard de la population nîmoise et celle qui est concernée, c'est pas suffisant ? Non, c'est pas suffisant, mais il faut bien comprendre que c'est indépendant de notre volonté, sans créer la moindre polémique. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé une politique de vaccination massive, mais que ce n'est que théorique. En pratique, les vaccins ne sont pas là. On sait très bien qu'ils sont contingentés, qu'il y a un certain nombre de millions de doses au niveau national, mais pour l'instant, ces doses ne sont pas encore données au niveau du territoire. Mais ce qui est important avec notre centre de vaccination, c'est qu'il est modulable en fonction des semaines. On espère que les doses vont arriver en plus grand nombre et à ce moment-là, ce centre de vaccination nous permettra de vacciner environ 3600 personnes par semaine, chose qui sera quand même beaucoup plus enclin avec la réalité. C'est pour cette raison que Jean-Paul Fournier a d'ores et déjà souhaité ouvrir ce centre de vaccination. En fait. Tout à fait. Un mot également, bien évidemment, sur la crise sanitaire qui nous anime. On entend depuis plusieurs jours la possibilité d'un reconfinement. Est-ce que vous y êtes favorable à ce reconfinement ? Et plutôt un reconfinement light comme on l'a connu à l'automne dernier, ou plutôt comme il y a un an, un reconfinement dur ? Vous savez, aujourd'hui, la situation, elle est assez alarmante. On sait très bien que les chiffres ne sont pas bons, notamment avec l'influence de ces variants venus de l'étranger. On voit bien que nos pays voisins sont dans des situations un petit peu compliqué, voire même dramatique. La France, pour l'instant, présente des chiffres qui sont, on va dire, assez contrôlés, assez maîtrisés, mais pour autant, il est clair que de nouvelles mesures doivent être prises. Normalement, le président Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans les jours qui arrivent. Savoir si on est pour ou contre un reconfinement, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour essayer de voir si les mesures aujourd'hui qui sont mises en place conviennent par rapport à la progression de l'épidémie. Non, mais quand on vous pose cette question, elle est bien évidemment en lien avec la crise économique derrière. Est-ce que c'est tenable d'avoir une économie à nouveau à l'arrêt dans les prochaines semaines et pour un nombre de semaines dont on ne sait pas à l'heure actuelle pour combien de temps ? Et on voit très bien que les choix qui ont été mis en place, c'est essayer de concilier à la fois la santé des Françaises et des Français tout en maintenant une société qui continue à vivre, notamment par rapport à l'école, notamment par rapport au développement économique. Nous, en tout cas, ce qui est certain au niveau des territoires, c'est qu'on est vraiment les premiers de ligne, on est vraiment les premiers confrontés à ces difficultés. Et nous, notre objectif, c'est de mettre en place un certain nombre de mesures qui va permettre de mieux maîtriser, de mieux contrôler cette crise sanitaire. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes en première ligne et vous êtes aussi adhérent au Parti Les Républicains, vous êtes secrétaire départemental adjoint. Vous, quelle est votre position ? La question, elle est simple. Est-ce que vous êtes favorable à un reconfinement ou pas du tout ? Si les données qui sont présentées au niveau santé nous obligent à ce qu'un reconfinement soit prononcé, il faut aller vers ce reconfinement. Après, est-ce que c'est une volonté ? Non, parce qu'il est clair qu'on préférerait que le pays aille mieux, qu'on puisse envisager des mois meilleurs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la réalité, elle s'impose à nous. Est-ce que dans les conditions et dans cette incertitude dans laquelle on se trouve à nouveau en cette fin de mois de janvier, est-ce qu'aujourd'hui déjà on peut se dire que ça va être compliqué par exemple d'organiser les grands jeux romains ?
Écoutez, pour l'instant, rien n'est établi. On va voir un petit peu comment la progression va se faire sur les prochaines semaines à venir. Il y a aussi quand même l'impact du vaccin qui, on l'espère, aura un impact positif, même si on sait très bien que ces vaccins, ils sont un petit peu absents pour l'instant, donc il y aura un impact qui sera moindre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut envisager l'avenir avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de prudence aussi. Et les déclarations à l'emporte-pièce ne sont pas forcément attendues. Lorsque j'entends certains de nos gouvernants nous dire un certain nombre de choses, notamment le ministre de la Santé qui annonce qu'à fin août, l'ensemble des Français pourront être vaccinés, on voit bien que ce n'est pas envisageable. Je pense que les Français, ce qu'ils attendent, c'est d'être informés, d'être au courant de la situation. Certains évoquent qu'on est 66 millions de procureurs. Non, je pense qu'on est 66 millions de Français qui attendons. On est des gens responsables, mais ce qu'il faut aussi, c'est que nos responsables politiques fassent aussi preuve de responsabilité par rapport à cela. Coralie, on dit un mot de l'insécurité peut-être? Oui, ces derniers mois, on a vu des règlements de compte se succéder à Nîmes. Est-ce que la mairie fait assez au niveau de la prévention de la délinquance? Quel est votre regard sur ça en tant que premier adjoint? Écoutez, Jean-Paul Fournier, là aussi, est en première ligne sur ce volet-là. En tant que maire de la ville, il est au quotidien au chevet des habitants, notamment sur ce volet sécuritaire. Je crois que cette question, elle est globale. Elle doit être prise de manière partenariale avec l'ensemble des acteurs. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on se sent un petit peu délaissé. Lorsque le maire de Nîmes interpelle le ministère de l'Intérieur et Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur, il y a quelques semaines, on n'a eu que très peu de réponses. Vous allez avoir vos 13 policiers supplémentaires. Enfin, on va les avoir sur la ville de Nîmes. Là aussi, c'est sûr que ça représente une amélioration, mais selon moi, juste pour finir, Coralie, c'est que c'est pas assez important pour le territoire de Nîmes. 13 policiers municipaux, il y en a 10 qui arrivent le 1er avril, il y en a 3 autres qui arriveront dans les semaines qui arrivent. Il faudrait plus de policiers, selon vous. Faudrait... Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer cette violence? Vous savez, pour endiguer cette violence, il faut à la fois une réforme des quartiers, c'est ce qu'on va faire notamment par rapport à la rénovation urbaine. Mais on sait que ça, c'est pas avant 10 ou 15 ans. Oui, mais vous savez, c'est parfois des petits actes qui font que ça va améliorer aussi le quotidien, parce qu'on sait très bien que les habitants, ce sont les premières victimes de ce trafic de stupéfiants. Donc il y a tout d'abord un problème par rapport au renouvellement urbain, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place progressivement, vous avez raison, ça c'est clair, mais il y a aussi une réforme globale qu'il faut qu'on mène avec l'ensemble des partenaires, notamment par rapport à la présence policière sur ces quartiers, et surtout la réponse judiciaire qu'il y en a, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'individus sont arrêtés que derrière ils sont traduits devant la justice. Mais Monsieur Plantier, qu'il y ait des peines qui sont en adéquation avec ces faits-là et ces agissements-là. Est-ce que vous pensez, on peut dire, pour certains de ces jeunes, la misère sociale et économique, est-ce que le fait de mettre plus de policiers, d'avoir une réponse pénale plus sévère, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va les dissuader de basculer dans le trafic de drogue? Non. Ou est-ce que la mairie de Nîmes, elle n'a pas vraiment la carte de la prévention à jouer avec le conseil départemental aussi et d'autres partenaires pour éviter ces basculements-là? Pour aller peut-être plus loin, effectivement, sur ce que dit Coralie et prolonger son propos, on l'a vu par exemple avec la sous-préfète ce matin sur Objectif Gare qui expliquait qu'elle était dans une démarche aussi de co-construction, de prise en compte aussi de la parole de ses habitants, parce que finalement, ce sont eux les acteurs premiers de ce territoire et de ces quartiers populaires. Est-ce que la ville de Nîmes en fait suffisamment? Écoutez, est-ce qu'elle en fait suffisamment? Certains diront que non, mais en tout cas, on fait le maximum pour que ces quartiers ne soient pas les oubliés de la République. On sait très bien toute l'action qui est menée au niveau des centres sociaux, on sait très bien toute l'action qui est menée au niveau du domaine culturel, au niveau du domaine sportif. Il y a vraiment une vraie prise en compte de la réalité par rapport à ces habitants. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, ce sont des éléments concrets. Vous dites que l'ANRU, ça va prendre un certain nombre d'années, c'est clair, mais ce sont quand même près de 500 millions d'euros qui vont être injectés au sein des 4 quartiers prioritaires de la ville de Nîmes, qui vont permettre de transformer ce quartier. Il y a aussi un élément économique et d'un point de vue aussi de l'emploi. Là aussi, il faut qu'on soit au soutien des populations pour essayer que ces populations ne soient pas les oubliés de la République, notamment au niveau scolaire, au niveau du développement économique. Il faut qu'on les accompagne. Mais pour autant, il faut absolument qu'il y ait une vraie prise en compte de ce phénomène-là, et le maire de Nîmes n'a eu de cesse d'alerter les pouvoirs publics par rapport à cela. À titre personnel, la situation, elle vous inquiète aujourd'hui de Nîmes, quand vous voyez ces règlements de compte et cette violence? Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est clair. Mais comme l'a dit le maire de Nîmes, il n'y aura pas de solution miracle par rapport à cela. Il faut absolument qu'on envisage cette question de manière globale avec l'ensemble des acteurs, à la fois associatifs, mais aussi les acteurs institutionnels, pour qu'on puisse prendre en compte le quotidien de ces quartiers. On dit un mot sur les projets. On commence par celui qui tient au cœur de beaucoup de Nîmois. C'est bien évidemment le nouveau stade des Costières. Est-ce que vous avez des nouvelles de Rania Assaf? Écoutez, j'ai des nouvelles de Rania Assaf par le biais de ses équipes.
qui sont au quotidien sur ce projet de reconstruction du stade des Costières. On a eu encore une réunion la semaine dernière à ce sujet pour envisager un petit peu l'évolution de ce dossier. C'est un dossier qui avance. Est-ce qu'il pourrait évoluer plus négativement à cause de la crise ? Écoutez, ça, il faut poser la question aux porteurs de projet. En tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir les réponses de notre jury de concours pour la reconstruction de la halle des sports qui va permettre de délocaliser les activités associatives du Stade des Costières dans ce nouvel espace. Il est clair que la dynamique sportive actuellement n'est pas forcément propice à cela. J'aurai d'ailleurs l'occasion de nous entretenir avec le président du Mouvement olympique dans les prochains jours pour essayer un petit peu de voir un petit peu où ils en sont par rapport à cela. Mais il est clair que c'est un projet qui aussi compte pour le territoire. Et vous le savez, c'est un projet d'initiative privée, donc il incombe aux porteurs de projet de communiquer là-dessus. Un projet plus public, c'est le parc Jacques Chirac. Vous avez une lettre de mission de Jean-Paul Fournier. Vous êtes en première ligne là, cette fois-ci, sur ce projet. Un exemple finalement que le maire de Nîmes s'appuie sur son fils préféré ? Vous savez, j'ai toujours du mal avec les liens, les liens de filiales au niveau avec Jean-Paul Fournier. Jean-Paul Fournier m'honore de sa confiance. Il m'a confié la mission de premier adjoint délégué à l'urbanisme, notamment aussi en charge de la coordination de l'équipe municipale. Jean-Paul Fournier est au quotidien sur l'ensemble des grands projets de la ville et il est clair qu'il a la chance d'avoir avec lui une équipe d'élus renouvelés qui s'implique aussi. Donc oui, il y a le parc urbain Jacques Chirac, il y a le palais des congrès aussi. Vous savez, il y a plusieurs volets de notre action municipale. Il y a l'attractivité, la proximité, il y a aussi le côté environnemental et éco-responsable et il y a aussi une ville qui pense à ses quartiers. Et Jean-Paul Fournier, depuis 2001, est vraiment dans cet ADN-là. Un mot plus politique, au niveau du conseil municipal. Quels sont vos liens avec l'adjoint François Courdil qui vient de récupérer la rénovation urbaine à l'Agglo qui pilote le projet de rénovation urbaine ? Mais comme je viens de le dire, on a la chance d'avoir une équipe municipale renouvelée. Vous savez, François Courdil fait partie de cette nouvelle génération. On a quelques années d'écart. C'est 34 ans et lui 26, c'est ça ? 35. Et oui, on a une petite dizaine d'années. Mais vous savez, en politique, la jeunesse n'a pas d'âge. C'est à partir du moment où aussi on s'implique. C'est le Benjamin de l'équipe municipale. C'est quelqu'un de très compétent, de très intelligent. Et je sais qu'il est au service de notre équipe majoritaire. Vous savez, on est vraiment dans un Quel regard vous portez sur son ascension ? Parce que finalement, il a été élu dans la liste. Tout de suite, il est devenu adjoint et puis là, il a en charge les centres sociaux plus la rénovation urbaine. C'est un peu l'enjeu de ce mandat. Quel regard vous portez sur son ascension ? Il va trop vite ou est-ce qu'il le mérite et il a les compétences ? J'ai pas de jugement à apporter à cela. Jean-Paul Fournier l'a choisi, il lui a fait confiance et il a toute notre confiance au sein de l'équipe municipale. Vous savez, l'intelligence ne nous inquiète pas. Au contraire, à partir du moment où elle est mise au service d'un collectif et au service des Nîmoises et Nîmois, François a de petite rivalité, toute notre confiance. Non, vous ne me retrouverez pas sur ce terrain-là, même si je sais très bien que certains nous amènent là-dedans, mais avec François, on entretient de très bonnes relations. Il sera un bon candidat sur le canton de Nîmes 2 parce qu'il est candidat à la candidature. Chaque chose en son temps. Vous êtes secrétaire adjoint Les Républicains, monsieur Plantier. Tout à fait. Vous mouillez pas trop ? Non, c'est pas ça. Vous savez, c'est un organe collégial. Il y a le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a choisi un certain nombre de candidats. Coralie fait sa rentrée politique, vous l'avez c'est compris. Très bien. Coralie ? Un mot sur les départementales, parce que la semaine dernière, vous avez une réunion du bureau, vous avez passé en revue tous les candidats des 23 cantons, candidats potentiels. La droite, elle n'a pas franchement aujourd'hui le vent en poupe. Alors on sait que la crise sanitaire, ça dissuade les gens d'aller voter. Mais surtout, vous n'avez pas de leader, puisque Laurent Burgoa, qui était votre ancien leader, a été élu sénateur. Pour qui votre cœur balance ? Est-ce que Richard Tibérino, apparemment, c'est lui qui est pressenti ? Il fera un bon candidat ? Oui, j'ai vu cela dans vos colonnes ce week-end. C'est une question qui a été abordée, mais avant tout, on a parlé du calendrier. Et aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, on n'a encore aucune visibilité sur la tenue du scrutin pour cette année. C'était au mois de mars normalement. Alors demain, ça passe au Sénat et ça devrait être reporté en juin. Au mois de juin, on verra au mois d'avril un petit peu comment la crise se situe. Pour l'instant, on est sur on va dire, une présélection des candidats sur les 23 cantons. La question du chef de file a été abordée, mais aucune décision n'a été prise pour l'instant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument qu'on présente une équipe nouvelle d'hommes et de femmes sur l'ensemble des cantons qui soient les mieux placés pour pouvoir faire gagner nos idées demain. Oui, ça on entend bien, mais quand on veut gouverner, quand on veut remporter le conseil départemental qui est tenu depuis 150 ans par la gauche, on prévoit un peu. Est-ce que pour vous, vous avez 35 ans, ça fait 10 ans que vous êtes élu à la ville de Nîmes, vous avez sans doute des ambitions pour plus tard, est-ce que vous pensez que Richard Tibérino ferait un bon président pour le conseil départemental ? Ou est-ce que là encore, on ressort cet élu qui a été aussi présenté aux dernières élections parce que finalement, les Nîmois ne veulent mettre personne d'autre ?
Vous savez, c'est pas les Nîmois qui choisissent le candidat, c'est une élection départementale avec une fédération. La ville de Nîmes a quand même beaucoup de pouvoir. La ville de Nîmes n'a que 4 cantons sur les 23, donc si on fait le ratio, il est clair que pour l'instant, il n'y a encore rien qui est établi. Mais monsieur Plantier, vous avez 35 ans, il y a beaucoup de talent. Il y a Pascal Bory, ancienne sénatrice, il y a Frédéric Gras. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, alors déjà que les élections n'intéressent pas beaucoup les électeurs, à tort ou à raison, mais on peut se dire quand même, quand on aime la vie politique, il faut expliquer les enjeux du conseil départemental qui a près d'1 milliard d'euros de budget. Je partage totalement. Est-ce que mettre aujourd'hui Richard Tiberino, sans lui faire offense à sa personne, est-ce que ça peut mobiliser la droite nîmoise ? Écoutez, je pense que oui, c'est un élu expérimenté. Depuis près de 20 ans, il est aux côtés de Jean-Paul Fournier en tant qu'adjoint au maire. Il est très connu sur le canton de Nîmes-Ouest. C'est un personnage emblématique sur le territoire nîmois. Donc oui, il peut faire partie de la shortlist pour être candidat à la tête de liste. Mais aujourd'hui, je vous le dis, pour l'instant, rien n'est encore établi. On ne sait encore même pas la date de l'élection. Merci beaucoup, Julien Plantier, d'avoir participé dans cette première partie à un échange avec Madame Mollaret.